Mets une plante en plein milieu de la nature, dans l'ombre, elle poussera pas. Mets une plante avec du soleil, la parfaite quantité d'eau, elle va pousser beaucoup plus vite que l'autre. C'est le même principe pour un être humain qui veut grandir. Anthony Guibault, à 29 ans, il est à la tête d'un fonds d'investissement qui possède plus de 7 business, il y a 450 employés. Ils m'ont dit, Anthony, on va te donner une chance, on va te mettre en informatique. T'es pas supposé, t'as 16 ans, ça prend 18 ans. Si tu arrives à battre tous les vendeurs du magasin, on te garde, sinon on te crisse dehors. Puis un jour, honnêtement, je pense que ça a changé ma vie. Un jour, ma mère, elle achète une boîte de Flow Close. J'ai perdu de vue volontairement tous mes amis à un certain niveau pour me permettre d'aller au prochain step. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que je suis triste de ça? Est-ce que je regrette ce choix-là? Pour moi, présentement, ce que je recherche le plus, c'est d'être capable de créer des projets qui vont avoir un vrai impact sur notre société. Si tu avais une leçon que tu aurais aimé apprendre plus tôt, Honnêtement, à arrêter plus vite. qu'est-ce que tu veux dire arrêter plus vite? Ben, je t'explique. Bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires, le podcast des entrepreneurs qui met en lumière, en fait, le côté plus sombre, le côté moins glamour des entrepreneurs et des leaders inspirants de leur domaine qu'on reçoit ici, qui sont tous des amis, des invités ou des membres du club privé, comme la personne qu'on va recevoir aujourd'hui et où ce qu'on s'inspire, on apprend de leurs défis, de leurs échecs, de leurs erreurs de parcours pour s'inspirer, apprendre, puis utiliser ce beau parcours-là, cette belle richesse collective-là pour vous aider, pour aider tout le monde qui nous écoute. Alors, bienvenue dans un autre super épisode. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer un jeune entrepreneur qui, à 29 ans, a 2 enfants, a lancé sa première business à 15 ans et aujourd'hui est à la tête d'un fonds d'investissement qui possède plus de 7 business. Il y a 450 employés. Il est dans le domaine de l'immobilier, des chalets locatifs, dans la technologie aussi, issu du domaine technologique. Vous allez le voir sans doute à la télévision. Qui remet justement un chalet occupation double au courant du mois de novembre. C'est quelqu'un qui est un passionné, un driver, un leader, un gars vraiment inspirant. Alors, Anthony, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Anthony Guibault. Oui! Yes! Salut, Ali, ça va bien? Vraiment content. Vraiment content de te rencontrer ici, devant la caméra, au Costa Rica. On a eu la chance de se rencontrer il y a plusieurs mois. Tu es devenu membre du club privé tout récemment. Le timing était là et on a passé quelques journées ensemble fabuleuses, exceptionnelles. J'ai eu la chance de te connaître un peu plus. Parle-moi un peu de où est-ce que tu es parti. Parce que là, aujourd'hui, tu as une intelligence d'affaires incroyable. Plus de 400 employés, 450 employés, un paquet de business, des projets. Tu es un leader dans ton domaine. Tu es reconnu pour ce que tu fais. Mais ça n'a pas toujours été aussi facile que ça, dans le sens que ça vient avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Parle-moi un peu là, de ton début en business, comment c'est parti? Tu dis que ça n'a pas tout le temps été facile, c'est encore aujourd'hui pas facile. Exactement. Puis tu sais, les gens accrochent sur le chiffre 450 personnes qui travaillent dans nos entreprises. On crée des entreprises qui permettent aux autres de prospérer, qui leur permettent d'avoir leur carré de sable puis d'évoluer là-dedans. Mais de le dire de même, c'est glamour. Puis la vérité, c'est que de faire ça, c'est de créer de l'incohérence puis de la difficulté dans de la communication. Parce que plus c'est gros, plus tu as de personnes, plus tu dois avoir des règles, des processus stricts pour être capable de guider ces gens-là. Puis de gérer cette croissance-là, puis faire que ça soit efficace. 100%. Puis je suis ici pour cette raison-là. Je suis ici pour chercher, voir qui a déjà vécu une similitude ou a déjà géré. On a eu la chance de rencontrer Georges Karam aussi cette semaine par rapport à ça, qui a monté une business de 3000 employés. Fait que bref, ça part de où? Ça part à l'âge de 15 ans. Puis même avant ça, là, je vais te skipper le bout de je vendais des bonbons parce que ma mère allait chez Club Price, puis elle m'achetait des gros sacs de bonbons, puis je me disais, je viens d'une famille quand même modeste. Je n'étais pas pauvre. C'était pas des entrepreneurs, là, tes parents? J'ai pas eu de père. Mon père est parti quand j'avais 2 ans, puis ma mère a toujours été à la recherche de sécurité d'emploi. Fait que, elle a travaillé extrêmement fort. Là. Olivier, là, incroyable. Elle a eu 3 jobs en même temps pour nous permettre d'aller dans le sud 2 fois par année. Fait que, je viens pas du côté pauvre, mais ça restait très modeste. Puis ce que je veux dire par modeste, c'est que... On pas l'excès, là. Pas... On s'endettait. On finissait l'année on avait mangé 20 000 sur la maison pour être capable de vivre puis vivre correctement. C'est ce que j'appelle le côté, pas fake, là, mais je sais pas comment dire, mais quand tu t'endettes pour paraître, c'était malheureusement notre réalité. Pour rester dans une classe sociale, ma mère voulait m'offrir, puis je la respecte énormément, le mieux. Elle voulait, mon père me payait la scolarité au privé. Fait que, quand tu te tiens avec des gens qui ont des pères médecins, des mères notaires, ça a un certain train de vie. Puis elle voulait s'assurer que je puisse avoir mes passes pour aller à Offord faire du ski avec eux, mais on n'avait pas les moyens. C'était ça la vérité. Tu es sérieux, hein? Fait que grosso modo, je me suis dit comment je fais pour avoir de l'argent de poche. Fait que ça commence très très jeune avec le concept Club Price où ma mère me gâtait de temps en temps avec des sacs de bonbons. Puis je faisais semblant de les manger.
Mais ce que je faisais, c'est que je partais avec à l'école, puis j'ai vendu à mes amis à la cafétéria. Ouais. T'es sérieux? Ouais. Fait que tu sais, t'avais quoi? De l'argent de poche. Exact. Fait que tu sais, toi, on est tous allés à l'école. Je veux dire, t'as eu 10$ pour ton lunch. Mais moi, je m'arrangeais pour pogner un 2$ à tout le monde. Ça me donnait des sous pour pouvoir sortir avec eux la fin de semaine, tu sais, puis leur revendre les bonbons. Puis ça, on s'entend, c'est pas une expérience d'affaires, mais c'est plus une expérience. Non, mais c'est l'ouverture au commerce. Hein? L'ouverture au commerce. Puis là, ben, de là, tu as démarré d'autres petits business. À créer de l'opportunité, je pense. Ouais. Puis, grosso modo, la vraie première expérience que j'ai eue, c'est passé à l'âge de 15 ans pour une raison similaire qui m'a amené à faire de l'import-export. En fait, je réalisais que mes amis avaient toujours la dernière chose tendance. Puis, tu sais, ça coûtait cher, là, c'était fou. Là. Je faisais du skateboard. Là, juste m'acheter un skateboard chez Empire, chez Ampé, ça coûtait comme 450$. Je disais, pour moi, c'était le cadeau de Noël. Pour eux, c'était le cadeau de la semaine. Puis pour moi, c'était le cadeau de la famille au complet. Fait que j'ai commencé à importer des choses de Chine. Ça a été vraiment ma première expérience d'affaires parce que je réalisais que là-bas, on pouvait acheter différentes choses comme des tablettes électroniques pour moins cher. Puis avec le réseau que j'avais, hein, le réseau, c'est souvent une chose extrêmement importante en affaires, puis aussi pour être supporté en tant qu'entrepreneur. Mais le réseau que j'avais, c'était des gens qui avaient de l'argent. Des gens plus vieux que moi aussi, parce qu'à l'âge de 15 ans, je me tenais avec des gens qui avaient 16, 17, 18 ans, qui étaient en secondaire 5, en d'autres termes. Puis je me suis mis à vendre ce que j'importais de Chine, tout simplement. Puis, tu sais, il y en a qui sont allés du côté très sombre de l'entrepreneuriat dans leur début. Moi, à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un réseau de distribution. Fait que j'étais rendu avec une quinzaine de personnes qui avaient mes catalogues d'import-export, puis qui se promenaient dans leur école sur la rive-sud de Montréal. Qui vendaient tes produits. Exactement. Puis ça m'a donné la piqûre, parce que là, je capotais, j'aimais ça. Moi. Ma chambre à coucher, au lieu d'être pleine de bas sales, était pleine de boîtes, tu comprends? Ma mère, elle capotait, là. Elle voulait rien savoir de ça dans le salon, tu sais. Le garage était rempli, puis c'était Elle essaie de te décourager? Hein? Est-ce qu'elle essayait de te décourager ou c'est juste que c'était trop pour elle, elle ne comprenait pas pourquoi tu avais autant d'ambition? Ou... Le deal était simple. Si je réussissais à l'école, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai toujours eu de la facilité à l'école pour avoir des notes. Je passais largement sans même étudier. Fait que ça a bien été jusqu'au moment où je prenne la piqûre de la technologie puis que je dise j'ai réellement envie de travailler dans une compagnie qui va me permettre de grandir là-dedans. Puis cette compagnie-là, à l'époque, s'appelait Future Shop. Qui a été mon école énorme en termes de vente, qui m'a appris c'était quoi une relation interhumaine, c'était quoi conclure une transaction. Sa clientèle, sa pré-vente. 100%. Ouais. Puis le défi... Connaître son produit, puis on en parlait cette semaine. Exact. Puis le défi là-dedans, c'est que ça prenait 18 ans pour rentrer, puis j'ai plein de défauts, j'ai plein de qualités. Un de mes défauts, c'est que je suis pas patient. Tu comprends? Si tu me dis qu'il faut que j'attende 3 ans pour avoir quelque chose, je vais trouver une façon de l'avoir en 3 jours. Fait que j'ai postulé. Finalement, ils ont décidé de m'engager au service à la clientèle. Ils m'ont dit, Anthony, on peut te mettre au service, nanana. Puis, à 18 ans ou avant 18 ans? À 16 ans. OK, c'est ça. À 16 ans. J'étais content. Je rentre là, bang. Fait que continue mon petit sideline d'import-export. Puis je rentre là, je suis content, je suis au service à la clientèle. Puis je me suis dit, je vais faire mes preuves, puis je vais leur montrer que je suis capable d'être un vendeur d'ordinateurs. Moi, je voulais vendre des Macs. Ça m'impressionnait. Je voulais vendre des ordinateurs, puis aider les autres d'une certaine façon dans ce sens-là à trouver le bon ordinateur pour eux. Puis comment je l'ai fait, là, pour faire une histoire courte, c'est j'ai réussi à vendre plus de garanties que tous les vendeurs du magasin en étant au service à la clientèle. Puis pour te mettre en contexte, tu sais, toi, tu arrives avec ton clavier pété, tu es fâché. Là. Moi, ma job, c'est de te répondre en tant que client pas satisfait. Puis je leur refilais un autre clavier avec une garantie dessus en leur disant la prochaine fois, tu ne feras pas avoir. Tu sais. Puis ça a tellement, je dirais, attiré l'attention qu'ils m'ont permis, je vais toujours m'en rappeler, il s'appelait Danny puis Danny. Un peu comme Dupont et Dupont, il s'appelait Danny, mon directeur général, mon directeur des ventes, Danny. Puis c'était vraiment, tu sais, quand t'as pas de père, tu cherches un peu une figure paternelle. Fait que pour moi, j'ai mentor, des exemples à suivre. Je n'utiliserais pas le mot mentor parce qu'il y a une définition vraiment différente dans le marché. Tu sais, les gens voient un mentor comme quelqu'un qui t'accompagne. Moi, ça a plus été comme tu dis, des figures d'autorité ou des exemples à suivre où je suis allé chercher un peu de toutes ces belles personnes-là qui m'ont accompagné, autant en immobilier, en technologie. J'ai été accompagné de programmeurs exceptionnels qui ont créé des compagnies technologiques qu'on connaît aujourd'hui qui valent des dizaines, des centaines de millions de dollars. Fait qu'un matin, je rentre au travail, puis Danny, ils me disent, Anthony, on va te donner ta chance. Je leur en parlais à tous les jours. Là, tu sais, je visualisais mon affaire, je voulais être un vendeur d'informatique. On est au back to school, je ne sais plus quelle année, très jeune, là, encore 16 ans. Là, j'ai été au service à la clientèle 8 mois. Okay. Puis, à temps partiel, genre? Mais temps partiel, temps plein. Je faisais beaucoup d'heures. Je travaillais les week-ends, tous les soirs. Je travaillais quand même beaucoup. J'allais à l'école à Saint-Bruno le jour, à ce moment-là. Et grosso modo, ils m'ont dit, Anthony, on va te donner une chance, on va te mettre en informatique, mais tu n'es pas supposé, tu as 16 ans, ça prend 18 ans. Si tu arrives à battre tous les vendeurs du magasin, on te garde, sinon on te crisse dehors. OK.
sais, t'as 16 ans, t'as rien à perdre. On s'entend que worst case scénario, tu t'en trouves un autre. Fait que j'ai dit go. C'est quasiment de l'exploitation d'en face. Tu dis de même hors contexte, quand tu repenses, t'as vu mes yeux, je suis comme, ouais. Mais Fait, on n'est pas supposé, mais si tu clenches tout le monde, on va te laisser ta chance. Fait que ça t'a comme mis sur le spotlight. Puis là, j'imagine, tu te dis, OK, c'est ma chance, let's go. Puis, j'ai saisi l'opportunité. Ben oui, puis, tu l'as eu, elle était là. Il y en a plein qui se seraient dit, peut-être, je sais pas moi. Et croyais-tu, tu penses, ou intérieurement, ils se disaient, le jeune, il va se planter, puis on va le mettre dehors? Moi, je crois qu'il croyait. Puis je vais te dire pourquoi je pense que j'aurais fait pareil. C'est qu'en haut, c'était pas illégal d'être vendeur chez Future Shop en bas de 18 ans. C'était juste une politique interne. Une politique interne. Fait que lui, il voulait faire bypasser la politique interne. Mais tu sais, quand tu arrives, tu veux me faire investir 1 million dans ta business, il faut que tu me convainques. Il faut que tu arrives et que tu sois solide. Oui. C'est un peu ça qu'il a fait, dans le fond. Il s'est dit, je vais y mettre entre les mains sa destinée, puis je vais lui dire, fais-moi un case study, puis je vais aller te vendre. Tu comprends? Exact. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné premier vendeur au Canada de toutes les Best Buy pendant 2 ans. Wow. Fait que j'ai vraiment été fier de cette réalisation-là. Puis surtout que ça m'a donné la piqûre d'informatique jusqu'au jour où Future Shop décide de fermer parce qu'on réalisait qu'ils payaient des gens comme moi 175 000, 150 000 par année. Puis chez Best Buy, de l'autre bord de la rue, qui était la même compagnie, leur modèle d'affaires, c'était ça. Hein? C'était vraiment drôle, le lit. Là. Les gens, ils traversaient la rue en pensant payer moins cher. Ils achetaient de la même personne la même affaire. Fait que, grosso modo, c'est un beau modèle d'affaires. Et quand Best Buy a décidé de fermer les boîtes Future Shop, ce qui s'est passé, c'est que ma première, je qualifierais pas ça de vraie expérience entrepreneuriale, mais ma première business avec employés, pignon sur rue, vraie structure d'entreprise, c'est quand mes 2 techniciens qui étaient chez Future Shop, qu'on a décidé de lancer, dans le fond, une chaîne de magasins d'informatique électronique. On en a eu 3 à son apogée. Puis c'était vraiment cool, tu sais. C'était genre 3 petits gars qui décident de se lancer en affaires. Les gars étaient plus vieux que moi. Ils avaient à peu près 25 ans. Je devais avoir 17 ans, proche 18 ans à ce niveau-là. Fin 17, début 18 ans. Puis on a lancé ça en se disant qu'on voulait pas se trouver un autre emploi. Puis, grosso modo, la suite des choses m'a amené à créer l'agence marketing qu'on connaît aujourd'hui, AMM, Solutions numériques, que j'ai vendue l'année passée, en fait, il y a 2 ans. Puis aujourd'hui, je suis reconnu pourquoi? Je suis reconnu, bien évidemment, pour les chalets locatifs. Hein. Les gens, des fois, ils m'appellent Monsieur Chalet dans un bar. Je trouve ça toujours drôle. Même à l'invitation service la semaine passée, le gars me dit il vient me poser des questions sur son chalet. Mais voilà. Fait que ça a commencé très jeune. Dans les affaires, dans la vente. Puis là, de là, après ça, tu as commencé à lancer un paquet de projets, des business. Mais tu m'as partagé en dehors de la caméra que ton enfance a été marquée par un problème de santé qui a fait que ça a été challengeant pour toi de vivre ta vie de jeunesse comme les autres enfants. T'es-tu à l'aise de nous parler un peu de ça puis l'impact que ça a eu pour toi? Puis, parce que moi, ce qui me fascine, c'est à quel point que tu as rapidement fait des grandes choses. Puis est-ce que c'était ce désir-là, justement, de te surpasser, ou c'était un besoin fondamental pas de survie, là, mais comme de réussir? Comment tu vois ça? Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est des défis. La vie, en général, est un défi. Hein? Fait que l'entrepreneuriat, c'est des surmonter ces défis-là. Puis quand j'étais jeune, en fait, j'ai eu, je dirais pas la malchance, là, mais j'ai eu les pieds beaux, les pieds plats. Bref, j'avais des problèmes aux jambes. Puis j'avais 2 choix. Vivre avec, ou les régler, puis hypothéquer une partie de ma jeunesse, c'est-à-dire mon primaire, secondaire en partie, dans le but d'avoir une meilleure qualité de vie plus tard. À long terme. Ben, on s'entend que c'est les fondations, hein, tes jambes. Fait que si ils ne sont pas solides, si tu marches croche, en d'autres termes, ben, tu vas avoir des problèmes de dos, tu vas avoir des problèmes de posture, tu vas avoir des... Fait que tu te faisais opérer les jambes, puis tu étais en plâtre. Toute mon enfance. À chaque année... De quel âge à quel âge, genre? C'est une bonne question. Je dirais entre 7 jusqu'à 14. Oh, wow. OK. Toute le primaire, dans le fond. Ouais. Toute primaire, début secondaire. Même début secondaire. Tu es en plâtre. Tu peux pas aller jouer dehors dans la neige. Tu peux pas aller jouer au soccer. Tu peux pas jouer au hockey. Tu peux pas patiner. Exact. Wow. Fait que mes amis qui jouaient dehors, en fait, moi, il fallait que je m'occupe d'une certaine façon. L'été, c'était correct. Je pouvais marcher sur les plâtres, mais l'hiver, c'était impossible. Fait que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il fallait... J'ai changé de cercle d'amis. C'est ça qui s'est passé réellement. Fait qu'à l'école, j'avais des amis X, puis le soir, parce que mes amis allaient jouer dehors, comme tous les enfants, ils font des glissades, ils vont glissades ou ils vont patiner, comme tu le disais. Whatever. Exact. Moi, je jouais à l'intérieur, puis à l'époque, les jeux vidéo n'étaient pas très développés. Tu pouvais jouer au Xbox, mais j'étais pas fan de jeux vidéo en général. Fait que ce qui s'était passé, je m'étais occupé à 2 choses. La première, j'ai toujours été un fan d'aviation, fait que je jouais au simulateur de vol de Microsoft. Je m'étais acheté toute la console, puis je m'amusais avec ça. Puis, à force de voler des avions virtuels, je me suis tanné. Puis un jour, honnêtement, je pense que ça a changé ma vie. Un jour, ma mère, elle achète une boîte de Flow Close. Okay, regarde bien l'histoire. Puis la boîte est sur le comptoir. Puis à l'époque, la stratégie marketing des boîtes de céréales, c'était de mettre des petits jeux vidéo à l'intérieur, des petits CD-ROM. Puis il y en avait un qui s'appelait City Tycoon. Puis à terme, j'ai même découvert Roller Coaster Tycoon. Je sais pas si tu te rappelles de ces jeux-là.
le concept de ce jeu-là te permettait de construire un parc d'attractions. Un peu comme une business, ton objectif, c'est grossir ton parc, avoir une satisfaction de clientèle, réinvestir pour qu'il reste heureux. Puis, tu sais, il faut se rappeler qu'à l'époque, le jeu en ligne, pour moi, c'était comme impossible parce que je suis dans la génération où l'Internet, c'était le téléphone. Tu sais, fait que mon Microsoft en ligne buguait tout le temps pour jouer avec des amis. Fait que bref, j'ai sauté sur ce jeu-là, puis je me suis mis à construire des parcs d'attractions puis des villes. C'était rendu mon dada. Ça, on parle de 7, 8, 9, 10 ans, genre. Ouais. C'est honnêtement un des jeux qui, je pense, m'a permis de développer ma créativité d'une certaine façon, mais qui m'a permis aussi, tu sais, d'aller chercher un peu d'accomplissement parce que ma vie était sur pause, tu sais. Ma vie était vraiment sur pause. Je pouvais pas développer des relations. Tu sais, j'allais à l'école, je revenais en autobus, tac, ma mère venait me chercher. Je pouvais plus ou moins marcher dans la neige. Tu avais une réalité différente de toutes les autres. Puis la différence, malheureusement, peu importe l'âge, ben c'est dur. Les gens n'aiment pas la différence, les gens jugent la différence. Fait que là, tu vivais avec des jeunes, puis t'as-tu amené de l'intimidation? Est-ce que tu te faisais écœurer? Comment t'as vécu ça, mis à part que tu étais un peu plus isolé? Bien, je pense que les enfants, à la base, sont méchants. Puis aujourd'hui, je le réalise en tant qu'adulte. Je pense que tout adulte qui a des enfants comme j'en ai aujourd'hui, comme t'en as, on le réalise, qui n'ont pas de filtre. Puis la grosse différence, c'est quand tu veux être populaire à l'école, hein, on cherche toujours un concept d'acceptation sociale. Ben, il faut que tu sois le sportif, faut que tu sois une catégorie. Puis moi, j'étais une catégorie à part. J'étais le gars qui joue au soccer en plâtre au cours d'éducation physique. Fait que c'était dur pour moi de rentrer dans le moule social scolaire. Puis est-ce que j'ai vécu de l'intimidation? La réponse, c'est oui et non. Je ne chercherai pas la sympathie en disant que j'ai vécu de l'intimidation solide. J'en ai vécu, c'est ça la vérité, mais ça ne m'a pas traumatisé. Mais ça l'a fait, justement, ça l'a peut-être provoqué en moi le besoin de me retirer, d'où j'avais un ami qui jouait avec moi le soir à ces jeux-là, à Roller Coaster Tycoon. Fait que j'avais décidé de scinder ma vie en 2 étapes, aller à l'école le jour, puis développer, pas mes compétences, le plus jouer le soir, devenir un... puis il faut pas voir ça comme un geek, c'était vraiment pas ça. Là. Mais tu jouais, tu t'amusais, puis là, de là, est-ce que tu penses que ça a semé une graine justement sur l'entrepreneuriat, sur avoir une grande vision, tu sais, réinvestir, faire des projets, tout ça, parce qu'aujourd'hui, ben, tu crées ton propre parc d'attractions, dans le sens que tu crées tes projets immobiliers, tes développements. Penses-tu que ça a été ce qui a été semé dans ton subconscient qui t'a amené aujourd'hui un petit peu inconsciemment à faire ça? Peut-être, parce que tu sais, aujourd'hui, on est sur 154 millions de pieds carrés, 3 domaines, 850 chalets locatifs à terme avec la division Investir, qui souhaite Scandina, la gestion locative. Puis tu sais, c'est un peu ça, on construit un spa. Exact. Présentement, 3,5 millions de dollars. C'est de définir justement, c'est vraiment un gros concept d'urbanisme qu'on vient créer. C'est des destinations uniques qu'on fait émerger là, de nulle part. En fait, là, on scule des montagnes puis on part de rien. Est-ce que ça a créé ce désir-là? Moi, je pense que ça l'a juste consolidé. Tu l'avais déjà, tu penses? Je pense que oui. Ah ouais? Ta question, c'était un peu ça. Puis on est beaucoup en réflexion aussi chez Avego. On sort, mettons, de notre quotidien. Puis je me suis vraiment posé cette question-là de ça vient d'où. Est-ce que l'importance pour moi, c'est de trouver ça vient d'où? Je pense pas. Non. Mais j'ai fait tellement Pourquoi, des fois? De savoir pourquoi j'ai ce désir-là ou cette ambition-là ou cette vision-là? 100%. Mais je sais que j'ai toujours voulu créer. Je sais que j'ai voulu toujours régler des problèmes de société d'une certaine façon. Mais tu sais, toutes les compagnies, Olivier, que j'ai eues, sont là pour régler mes problèmes. Tu sais, je vais te donner un exemple. Investir, on fait du clé en main. Tu sais, chez Investir, on développe des chalets, on rend accessible l'investissement en chalet locatif pour tous les investisseurs. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'on développe le terrain, on construit, puis on fait la gestion locative. Ouais. Les gens, des fois, ils me disent, pourquoi tu en fais autant? Mais c'est tellement simple. La raison pourquoi la gestion locative... Il veut tout ça. Il veut l'aspect clé en main. Avant que le client le veuille, c'était moi qui le voulais. Okay. Fait que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai construit mon premier chalet, puis je me suis mis à le gérer, puis j'ai haï ça pour mourir. Okay. J'ai dit, oublie ça, c'est bien trop difficile. Trop compliqué, trop de problèmes. Ben, c'est pas trop de problèmes, trop compliqué. Non, mais c'est pas le fun. C'est beaucoup de choses. Ben, mets-toi dans la peau d'un entrepreneur, mets-toi dans ma peau ou dans la tienne. On est occupé, Olivier. On travaille 80-100 heures semaine. C'était pas compliqué, c'était que j'avais pas le temps. J'avais pas de case horaire pour gérer le locataire du vendredi qui avait des questions sur comment... Si tu le gères mal, ben là, ultimement, ton investissement rapporte moins. C'est moins intéressant que si c'est géré, ça coche. Évidemment. Exact. Fait que, tu sais, j'ai créé Scandina pour répondre à mon besoin. Puis je te dirais qu'honnêtement, aujourd'hui, tout le parc d'entreprises que j'ai bâti, il y en a que j'ai fermé, il y en a que j'ai vendu, ont été conçus pour répondre à des besoins que j'avais en affaires ou dans ma vie personnelle. Comme celui de Scandina, c'était pas un besoin d'affaires. À la base, c'était un besoin de ne plus avoir à gérer mes propres chalets. Puis par la bande, évidemment, je recevais des demandes de mes clients qui me disaient « Anthony, nous autres aussi, on va embarquer dans ton concept. Oui. » Fait que là, tu as dit on va construire, on va développer, on va vendre les chalets, mais en plus, on va permettre aux clients d'avoir la paix d'esprit, que ce soit bien géré. Très wise, parce que souvent, les compagnies ne font pas ça. Ils font un ou l'autre, puis quand tout est matché ensemble, ça fait un beau client en main. Puis tu sais,
Tu disais que tu as créé ça parce que tu en avais besoin. Avego est né de ce désir-là, hein, où j'allais aux États-Unis, je voyais plein de formations, c'était cool, je rencontrais du monde. Je revenais chez nous, puis j'étais comme, OK, c'est le fun, j'ai fait des belles rencontres en Californie, whatever, mais je peux pas vraiment bâtir des relations de proximité ou faire de la business avec ce monde-là. Et c'est de là où j'ai créé Avego pour dire, ben, si j'ai recherché ailleurs, des endroits comme ça. Je suis un peu comme toi, tu me partageais que tu vas jamais dans des réseautages ou presque pas, très rarement. Ben, c'est la même chose pour moi. Maintenant, je me retrouvais pas dans ce qu'il y avait dans le marché. Et je vais créer cet endroit-là où je peux être à ma place puis rencontrer du monde qui sont comme moi puis qui ont les mêmes ambitions. Tu sais. Fait que je pense que souvent, quand il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu un problème, qui ont vécu une situation puis qui ont juste créé une entreprise pour les aider. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, ça a aidé d'autres mondes. Tu sais. Parle-moi un peu de la solitude de l'entrepreneur, Anthony, parce que à ton jeune âge, avec les business que tu as, de façon générale, là, le monde entre 25-30 ans, ils sont pas autant sur la coche puis sérieux que toi. Ils sont plus au bar, ils trippent, puis chill, ils sont encore dans les dettes, la jeune famille, tout ça. Tu me partageais que tu n'as pas bien d'amis de ton expérience ou de ta vision, puis c'est tout à fait normal. Comment tu vis ça, justement, ce côté-là d'être un peu seul là-dedans puis de te sentir un peu à part, justement, du commun des mortels de ton âge? Je te dirais que c'est un choix. Tu sais, ce que j'aime de ma vie aujourd'hui, mettons, c'est le côté positif. Il n'y a rien de négatif. Il pleut aujourd'hui, c'est pas négatif. Vraiment, on peut prendre un café. Puis j'ai comme décidé de me mettre dans des situations qui me permettent de voir plus grand. Est-ce que je me sens seul? La réponse, c'est oui. Parce que, tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu as une vision, c'est clair, tu t'en vas là, tu es concentré. Littéralement, je me compare à un cheval avec des œillères. Tu sais, moi, ma destination est là-bas, je suis en train de la bâtir, je sais où je m'en vais, puis j'ai un cycle de 7 ans. Fait que chaque projet, je pars toujours un projet pour 7 ans, puis après ça, j'en repars un autre à travers ça, puis on vient construire des entreprises. C'est ce que j'aime le plus faire avec mon fonds d'investissement, c'est partir des projets, puis après ça, les amener à maturité. Ceci étant dit, je te cacherai pas que j'ai perdu énormément d'amis. T'sais, on revient à quand j'étais jeune, je parle plus à personne. Puis des fois, on a souvent des amis qui restent dans le temps. Hein? Ton ami du secondaire, tu es allé à l'université avec. J'ai un parcours scolaire atypique où j'ai lâché l'école en secondaire 3 parce que je faisais 3 fois le salaire de ma mère au Futur Shop. Puis j'ai dit, man, je peux nous faire vivre. Fait que t'as pas fini ton secondaire 5? Non, j'ai j'ai lâché l'école. Puis je suis allé très vite dans mon parcours parce que il pourrait faire toute la durée du podcast. Puis on jase d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais j'ai perdu de vue volontairement tous mes amis à un certain niveau pour me permettre d'aller au prochain step parce que en tant qu'entrepreneur, des fois, on jase avec des amis tout court. En tant qu'être humain, on va jaser ensemble. Ben, si toi, ta perception de la vie est différente de la mienne, puis moi, je te parle d'un problème de cash flow de 2 millions, puis toi, dans ta tête, tu n'es pas là pantoute, tu es dans la sécurité d'emploi, puis c'est super correct, j'ai absolument rien contre ça. Il manque 2000 à la fin du mois, puis tu stresses. Genre. C'est tout aussi important pour l'autre personne, mais c'est pas le même niveau de problème. Puis un ami, un soir, me dit, Anthony, tes problèmes de riche, on n'a pas besoin d'en parler à chaque fois qu'on prend une bière, tu sais. Puis ce jour-là, j'ai eu un déclic, j'ai fait comme, ton environnement a une énorme influence sur toi. Malheureusement, ta famille va être supportive ou non. C'est ça qui va déterminer si c'est tes ennemis ou tes amis. Je dis pas de quitter ta famille, mais l'entrepreneur en soi a une vision complètement différente des autres. Pas parce qu'il est différent, c'est parce qu'il perçoit les choses différemment. Des choses négatives pour certaines vont être positives ou des opportunités pour moi. La vie est remplie d'opportunités. Fait que, je t'ai partagé que je me sentais seul parce que vu que j'ai décidé de changer de cercle, je me suis entouré de gens qui sont en affaires, qui sont présentement des gens avec qui je travaille. C'est une relation d'affaires avant d'être une relation d'amitié. Est-ce que c'est des amis? Je pense que oui. Mais des vrais amis quand tu vieillis, puis j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis très jeune encore pour dire ça, mais je crois que tu peux compter les vrais amis sur les doigts d'une main. Puis pour quelqu'un qui a eu un parcours tumultueux, ce que tu recherches, c'est des gens qui te ressemblent. Puis souvent, la personne qui te ressemble aujourd'hui a fait la même chose que toi. Elle a lâché son cercle, elle n'a pas développé ses relations d'amitié parce qu'elle s'est concentrée sur sa business. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis, est-ce que par contre, c'est ça. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que je suis triste de ça? Est-ce que je regrette ce choix-là? La réponse est non. Je referai exactement la même chose demain matin parce que ça m'a permis d'avoir l'ouverture d'esprit, de la clarté pour me rendre où je suis aujourd'hui. Puis je pense que on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des gens qui me disent, Anthony, t'es rendu là, cool, félicitations, t'as construit un parc, t'as ci, t'as ça. J'apprends à tous les jours. J'ai appris hier, je vais apprendre demain.
Je vais me remettre en question à chaque année. Est-ce que les décisions que je prends aujourd'hui sont bonnes pour dans 2 ans? Non. Puis c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit-là, puis de te donner l'espace pour l'avoir aussi, puis de ne pas être entouré de gens qui vont te juger sur ce que tu vas dire certaines fois, qui pour eux, c'est un problème de riche, mais pour toi, c'est un problème. Tu as un problème. Ben tu sais, oui, j'ai créé Investir Capital il y a 3 mois. On a craqué ça à 4 millions de prêts privés là-dedans. Puis là, on a un beau problème. Tu sais, j'ai 4 millions de moins dans mon compte de banque. J'ai 4 millions backés par... Tu sais, fait que mon problème d'aujourd'hui, c'est comment j'amène ça à un prochain niveau. Puis c'est toujours ça, puis on avance petit peu par petit peu. Est-ce que tu as rencontré du monde qui te ressemble ici chez Avego cette semaine? 100%. Oui. 100%. Ben, des gens qui sont à l'écoute, des gens qui... Tu sais, j'aime beaucoup le concept de mastermind. Ouais. J'aime beaucoup le concept de mastermind parce que quand tu le fais en équipe à l'interne, c'est magique. Ce que je peux faire avec mon équipe de direction, je les remercie d'être là. C'est un travail d'équipe à un certain niveau quand tu te rends à ces niveaux-là. En fait, en haut de 25 employés, c'est l'équipe. C'est vraiment ça qui est le plus important. Mais la différence, c'est que quand tu es à l'interne de ton entreprise, il y a des choses que tu ne vois pas. Quand tu partages ta vision avec ton ami, c'est dans le but d'avoir son appui. Tu sais. Comme, hey, je fais ça, cette personne-là n'a pas vécu ça, fait que ne peut pas te guider. Ici, tu vas travailler chez Avego avec des gens qui ont des fois vécu un problème similaire. Là, puis cette similitude-là amène une idée, puis là, tu n'avais pas pensé à cette idée-là parce que justement, tes œillères t'amènent là. Puis des fois, c'est important de prendre le recul pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Avoir une autre perception, des nouvelles idées, puis avoir du monde qui te respecte puis qui te juge pas de par tes problèmes de riches, comme tu disais. Parce qu'ils ont vécu la même affaire ou qu'ils vivent la même affaire. Puis... Malheureusement, Olivier, le Québec, c'est vraiment un petit monde. Puis j'ai mes seuls amis qui me restent, disons-le comme ça, sont partis en Floride pour plein de bonnes raisons et plein de mauvaises. Il y a des positifs et des négatifs là-dedans. Je les ai pas suivis parce que, pour moi, il y a quelque chose à faire avec le Québec. C'est un extrêmement beau pays. C'est on reprend ça, c'est une extrêmement belle province. mais ceci étant dit, ça reste que malheureusement, la société au Québec est née pour un petit pain. C'est ça la vérité. Puis je dis pas ça méchamment. Mais tu sais, on a vu des gens dire récemment qu'ils dépensaient 1 million par mois. Je sais pas si tu as lu les commentaires. Il y en a qui disent voyons, 1 million par mois, donne-en aux autres. Ben oui. Mais la vraie question, c'est quoi la vie que tu veux? Tu comprends? Quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu joues à un jeu de société ou quand tu fais une peinture, tu as une vision de ce que tu veux livrer, c'est de la visualisation. Ben, un entrepreneur, ou moi, en fait, ce que je fais dans la vie, c'est que j'essaie de crafter, de dessiner ma propre vie, tu sais. Fait qu'au final, tout le monde a le choix. C'est ça que je veux dire. Puis il n'y en a pas un qui est, selon moi, la chance, tu es capable de la créer. Il y a une partie de chance là-dedans, c'est sûr et certain. Ouais. Mais quand tu es dans l'action, quand tu te mets aux bons endroits, que tu apprends, que tu t'ouvres, ben, comme par hasard, il y a une chance qui se crée. C'est sûr que si tu ne passes pas à l'action, il ne peut pas se passer grand-chose. Tu sais, on parlait d'amis, on parlait de problèmes de jambes, d'intimidation. C'est une question d'environnement. Puis, mets une plante en plein milieu de la nature, dans l'ombre, elle ne poussera pas. Ouais. Mets une plante avec du soleil, la parfaite quantité d'eau, elle va pousser beaucoup plus vite que l'autre. C'est le même principe pour un être humain qui veut grandir, que ce soit professionnellement ou personnellement. Puis, tout le monde a le choix de se mettre dans une bonne position ou une mauvaise position. C'est quoi, Tony, la période la plus sombre que tu as vécue dans ta carrière ou la période la plus difficile, challengeante que tu as vécue? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a énormément. Tu sais, je veux dire. Laquelle t'a le plus marqué et qui t'a permis de te leverager, tu sais, de te propulser après cette période-là, de plus? On vit tout le temps des défis, tu sais, puis j'ai eu des défis autant de partenaires, d'employés, des défis personnels. Je n'étais pas capable de passer au prochain niveau pour manque de compétences. Je suis retourné à l'école, là, chercher des crédits en ressources humaines, en comptabilité, en fiscalité, pour comprendre des choses. Puis, mettons que je te partage ça, avant d'avoir AMM que j'ai dirigé pendant 9 ans, qui à son apogée est allé jusqu'à 140 employés collaborateurs au sein du groupe. On a travaillé avec des gros clients comme Trévi, pour donner un seul exemple sur les 850 qu'on avait. Puis on est très fiers je suis très fier de l'avoir fait. J'ai eu une agence avant d'avoir une agence, puis j'en parle pas. Il y a des choses que j'ai volontairement enlevées de ma feuille de route parce qu'il faut faire de la place sur sa feuille de route, mais quand c'est le temps de parler de comment tu es rendu là, je compare vraiment ma vie à tout ce que tu vois sur Facebook du succès. Tu vois souvent le succès, puis là, le gars, il est magané, là, puis il s'est fait ramasser. Ma vie a réellement été comme ça. Ma première agence, je l'ai partie, puis on a eu une énorme difficulté d'associer, ce qui fait que pendant 1 an et demi, l'entreprise perdait des centaines de milliers de dollars, on n'arrivait pas à construire une structure, on était désalignés, moi puis mon partenaire. J'ai parti une entreprise pour finalement mais investir 1 an et demi dans trouver la bonne façon de le faire, pour finalement décider de la fermer à perte, en ayant perdu à peu près $1 demi-million dans ce projet-là. Ah, ouais?
En un an, c'était allé. Non, Wow. c'était horrible. Là. C'était complètement horrible. On n'arrivait pas à bien servir le client. C'était pas. On était vraiment désalignés. Lui, son rôle, c'était directeur des opérations. Moi, mon rôle, c'était directeur général. Mon but, c'était d'amener la croissance. Lui, son but, c'était de structurer ça. Fait qu'on on l'a fermé, puis honnêtement, ça s'est mal passé. Là. En toute transparence, c'était un ami. Puis, Ah ouais, hein. puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça remarquable. Je vois des gens ici qui font de la business en couple. Fine, je l'ai fait pendant 7 ans avec ma femme. Je comprends comment tu es capable de le faire puis faire la ligne, mais faire de la business avec des amis, c'est un art. Il faut que tu le fasses dans le respect, il faut que tu sois aligné, il faut que tu t'assures que tu aies des valeurs d'amitié puis d'affaires, c'est deux choses différentes. Puis tu vois, ça, je l'avais mal saisi. Les gens travaillent d'une certaine façon puis vivent d'une autre, puis lui puis moi, on travaillait vraiment pas de la même façon. Moi, je suis quelqu'un qui demande beaucoup de résultats, qui est extrêmement difficile. Je cherche la perfection, même si elle n'existe pas, fait que je vise l'excellence tout le temps. Puis ça a pété. Fait que l'agence MacMedia, qui a connu un succès pendant 9 ans, a été précédée d'un échec total. Puis j'ai des gens qui me disaient « Wow, hey man, je rencontre des gens des fois, puis ils me demandent des conseils, des jeunes agences qui commencent, puis comment t'as fait, etc. » Ben, comment j'ai fait, c'est que j'ai persévéré. J'ai persévéré, puis j'aurais pu me dire, après l'année et demie, j'ai perdu un demi-million, puis du temps, laisse faire ça. C'est pas une bonne idée, tu sais. C'était pas une bonne idée. C'était juste pas avec la bonne personne. C'était pas le bon environnement. Ouais. C'était pas le bon environnement. Il fallait que je change d'environnement. Il fallait que je la scrape. Puis des fois, c'est ce qui est le plus difficile dans la vie, hein, quand tu vis des moments sombres. Puis je te cacherai pas que même en ce moment, tu sais, je suis en restructuration. Là. Je suis en train présentement de restructurer. Je passais de 15 entreprises. Sur les 15, on a passé à 7. On a vendu à MM plusieurs millions. On a vendu plusieurs compagnies dans les dernières années. On a fermé aussi. Là. On a fermé. Okay. Puis là, présentement, sur les 7 compagnies, la vraie question que je me demande, c'est, tu sais, quand à 29 ans, je suis en crise de la trentaine, Olivier. Puis les gens disent la crise de la quarantaine. Mais moi, je suis en crise de la trentaine à me dire, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon environnement? Je me remets en question constamment. Moi, je pense que c'est juste une preuve d'intelligence. Je dis tout le temps que c'est juste intelligent et sage de se remettre en question. Puis combien de monde vont poursuivre dans la même direction 10, 20, 30 ans, puis ils prennent de l'âge, puis tout ça, puis après ça, ils se rendent compte que hey, je suis en train de passer à côté de ma vie. Fait que c'est juste sage à ton âge de dire, ben, t'as un peu là. OK, je suis rendu là, c'est là, le chemin il est tracé pour aller là, mais c'est vraiment ce que je veux? Encore, aujourd'hui. 100%. Puis, tu as tout à fait raison. On évolue. Je pense que je suis un éternel insatisfait, en fait. J'ai toujours été comme ça parce qu'à chaque fois que j'en bâtis, tu sais, quand j'ai vendu les dernières entreprises, j'avais le choix d'arrêter cela. J'ai eu le choix à 22 ans d'arrêter cela ou de continuer. Ouais. Puis, à chaque fois, je me dis, ben non, un autre cycle, tu sais, un autre 7 ans, on y va. Puis, là, tu vois justement la considération des choses, c'est que je me dis, est-ce que j'en veux vraiment 7? Est-ce que je veux autant être diversifié? Je veux-tu me spécialiser? Je veux-tu chercher une meilleure qualité de vie pour passer plus de temps avec mes enfants qui vieillissent, qui ont 3 ans aujourd'hui? Parce que le temps avance, ça, c'est sûr certain. Puis la seule chose qu'on peut pas acheter dans la vie, c'est du temps. Puis moi, la chose que j'ai le plus compris à 22 ans, quand j'ai regardé mon compte de banque, puis j'ai pu me dire, j'arrête ça là. Je peux me le permettre. Puis ma définition de la liberté financière est vraiment différente des autres en passant. Là, si tu veux qu'on élabore là-dessus, moi, je compte ça à coup de millions. Il y en a qui comptent ça. Tu sais, je me prends un coussin. Moi, c'est pas réellement comme ça que je le calcule. Comment tu le calcules? Comment je calcule la liberté financière? Ouais. C'est quoi ta définition de la liberté financière? C'est en valeur nette, puis c'est aussi en liquidité. Comment je calcule la liberté financière? En fait, c'est selon combien ça te prend toi pour vivre. Tu sais. Aujourd'hui, combien toi ça te prend pour vivre par année? Exact. C'est quoi le chiffre? Je dirais, pour vivre, 150, 200 000 minimum, mais il n'y a pas d'excès à 150, 200 000. On est d'accord. Ouais. Bonifie ça à 300, 400 000, divise 300, 400 000 par 80 000. Fait que dans le fond, littéralement, mettons qu'on fait un petit calcul mental, ça à peu près 5 fois. Fait que toi, ça te prend 5 millions de côté, placé à 8 d'intérêt par année. Exact. Le marché fait du 14 en ce moment. Puis tu l'as, là. Fait que 5 millions, là, c'est pas beaucoup, là. Faire son premier million, c'est l'objectif de beaucoup d'entrepreneurs. Puis pour vrai, ça m'a pris des années de l'atteindre. Je l'ai atteint à l'âge de 20 ans. Mais aujourd'hui, je te le referai en 90 jours. Tu sais. Moi, j'ai toujours dit que la liberté financière et la richesse, c'est deux choses. La liberté financière, c'est d'avoir le cash flow que ça te prend pour vivre, payer ta maison, les études de tes enfants, ton style de vie de base. Puis une fois que ça, c'est atteint, mais là, tu peux aspirer à justement l'abondance et la prospérité. Puis c'est ce qui va que tu vas voyager 4-5 fois par année, 10 fois par année, que tu vas avoir de belles voitures, tu vas avoir un yacht, whatever. Mais des fois, les gens voient juste le gros chiffre. Mais c'est pas mal plus simple qu'on peut penser à atteindre la liberté financière. Ça peut être plus rapide. Je suis d'accord. Puis, ce qui est le fun de l'atteindre, c'est que j'ai réalisé très tôt dans ma vie que je ne travaillerai jamais pour de l'argent. Parce qu'il n'y a rien qui me motive moins de l'argent. Ce que j'aime, c'est créer, aider les autres. Tu n'étais pas plus heureux quand tu as vu que tu étais libre financièrement? Non, rien. Ça vient aider le côté de l'insécurité financière pour plusieurs qui est un défi. Mais une fois
une fois que tu as ça, ben, ça t'enlève une angoisse. c'est ça t'enlève un stress. Ça t'enlève un stress, mais ça dépend de t'es qui dans la vie et de ce que tu recherches, hein, fondamentalement, en tant qu'être humain. Mais tu te stresses de l'autre bord en étant short de 4 millions sur un projet de rue. Là, fait que pour moi, présentement, ce que je recherche le plus, c'est d'être capable de créer des projets qui vont avoir un vrai impact sur notre société. Puis ça peut être petit. Il y en a qui visent l'espace, fine. Moi, je suis vraiment pas là, mais pour moi, de créer des destinations uniques, de rendre accessible le chalet locatif. Tu sais, Olivier, fais juste penser à ça. Puis je le répète. Aujourd'hui, une maison là, au Québec, ça coûte 500 000. Aujourd'hui, mes enfants ont 3 ans. Depuis 50 ans, le marché immobilier, à chaque 10 ans, double au Québec. Puis on est très loin du marché de Vancouver et de Toronto, fait que ça va, j'ai pas de boule de cristal, mais ça va continuer d'augmenter. Puis quand je me suis mis à fond dans le projet d'investir, qui gère le projet de chalet locatif, qui construit 850 chalets en 5 ans présentement, c'est parce que quand je me suis mis à compter qu'une maison, aujourd'hui, à l'âge de 3 ans, coûte 500 000. Mes enfants, quand ils vont avoir 13 ans, l'âge de ta fille à peu près, elle va valoir 1 million. Puis quand ils vont avoir 23 ans, ils vont sortir du cégep, là, tu sais, puis cette même maison-là va valoir 2 millions. Fait que les futures générations vont avoir tellement de difficultés à acheter une maison que le chalet, là, la seconde résidence, pour le luxe de vivre au chalet, pour le luxe de passer des moments en famille, puis de pouvoir... Ça va avoir encore plus de valeur. Non, mais ça va être impossible de l'acheter. Oui. Fait que selon moi, contrairement à d'habitude où on dit que les propriétaires d'aujourd'hui, tu sais, c'est les vendeurs de demain, en chalet locatif, les propriétaires d'aujourd'hui sont les propriétaires de demain. Parce que si la maison coûte 2 millions, le chalet coûte 2 millions, oublie ça, là. C'est impossible que tu te payes un chalet. Le 1% va se payer un chalet pour le laisser vide. Fait que le côté locatif du chalet, ce n'est qu'une façon de rendre accessible l'accès à être propriétaire d'un chalet. Puis pour moi, c'est important de répondre à ce problème-là. Puis de répondre à toutes sortes d'autres problèmes. Pour l'instant, mon focus est là-dessus. Parce qu'on a encore du chemin à faire, puis on a encore des défis à surmonter. T'sais. Si tu avais une leçon que tu aurais aimé apprendre plus tôt ou une leçon que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu as appris dans les dernières années qui a eu beaucoup de valeur pour toi, ça serait quoi? Honnêtement, à arrêter plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire, arrêter plus vite? Ben, je t'explique. On est différents traits de personnalité. T'sais. Puis moi, je suis le genre de rêveur fonceur. Je suis capable d'aller chercher gros. Je suis capable d'aller chercher puis de grossir un projet à un niveau là, où tu n'as même pas idée de ce que je suis capable de visualiser. Puis ben, tu as idée. Très bonne idée. On le voit sur Internet. Mais puis on le voit dans la vraie vie, mais ce que je veux dire par là, c'est ma force, c'est la croissance. Puis j'essaie de m'entourer de gens qui sont complémentaires puis qui sont pas dans la croissance, qui sont dans la structure, qui sont dans la consolidation. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt dans certains projets où j'ai dû prendre à contre-coup, tirer à plat des fois sur 2 millions de pertes, 500 000. Je n'ai perdu, là. J'ai perdu dans ma vie active peut-être 15 millions là, pour des mauvais. Mais c'est pas grave, parce que à droite, ça faisait de l'argent, à gauche, ça n'en faisait pas. Puis ma logique a été simple. Je voulais toucher au plus de choses possible, le plus rapidement possible. Ouais. Parce que j'ai joué très rapidement au jeu du cash flow de Robert Kiyosaki, qui est un peu un Monopoly sur stéroïdes. Puis je voulais sortir du rat race le plus rapidement possible. Puis je me suis dit, plus je touche à des choses, ben plus je suis capable de voir ce que j'aime. Parce que tu sais, quand tu vas à l'école, là, au cégep, ils te disent qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Ben, je savais pas, moi, ce que je voulais faire dans la vie. Mais je savais que ça marchait, puis que ça marchait, puis j'avançais. Fait que, au même titre que quelqu'un qui va aller essayer d'être plombier puis essayer d'être médecin pour voir ce qu'il a envie vraiment de faire dans sa vie. Moi, j'ai parti de toutes sortes d'entreprises dans différents domaines pour cette même raison-là. Ce que j'ai pas fait, c'est que des fois, j'ai poussé le projet 2 ans de trop loin. Quand j'aurais dû tirer du temps, de l'énergie, du cash. Ah oui, des fois, je le regardais, il allait dans le mur. Là. Il allait dans le mur, on était là. Puis là, j'étais comme, non, il manque encore du gaz. Alors, on met du gaz. Mais tu sais, je suis jamais allé trop loin. Il y a une chance, là, je suis pris Dieu et ma grand-mère pour ça. Mais je suis jamais allé trop loin. Puis tu sais, j'ai une certaine maturité professionnelle là-dessus qui s'est développée aussi. Mais j'aurais aimé ça à 20 ans, même à 18 ans, de savoir que des fois, c'est correct de lâcher prise. T'sais. Puis d'avoir de write-off la perte puis de passer à un autre appel. De write-off la perte, mais aussi de passer à un prochain dossier parce que il n'y a pas juste l'argent, il y a le temps. Hein. Exact. Puis le temps, contrairement à de l'argent, ça ne se remplace pas. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre. Exact. Quand tu investis du temps dans un projet qui va mal, ben ça veut dire que tu passes à côté d'un autre projet qui pourrait prospérer. Puis des fois, c'est juste, ça ne marche pas parce que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour ce projet-là. Fait qu'en une phrase, là, ça serait d'apprendre à dire non plus rapidement, puis à ralentir aussi plus rapidement. J'aurais été ailleurs dans la vie, mais je ne regrette pas le parcours que j'ai fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sais. Exact. Aujourd'hui, on me propose, Olivier, 2 projets par semaine de partenariat. Puis en ce moment, je tiens à le dire, je dis non tout le monde. C'est dur, tu sais. Des fois, je me fais proposer des projets. Parce que plus qu'on évolue, plus qu'on a de l'exposure, plus qu'on a d'expérience, plus qu'on a un réseau de contacts, plus qu'on a des opportunités. Moi aussi, c'est capoté le nombre d'opportunités qui viennent.
puis sont de plus en plus bonnes. À un moment donné, c'est comme, faut réussir là-dedans à préserver notre équilibre travail-famille, de garder nos priorités ou notre vision sur nos autres projets. On peut pas juste tasser tout ce qu'on a pour aller sur un nouveau projet. Fait qu'il faut être de plus en plus sélectif. Je pense que c'est ce qu'on voit avec la sagesse des gens d'affaires, d'expérience, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup plus de non que de oui, justement pour préserver les acquis pas juste financièrement, mais de qualité de vie aussi. Tu sais, c'est quoi à quel point c'est dur scaler des business. 100%. Fait qu'une fois que tu commences à avoir une bonne structure, tu veux pas non plus tu tiens à garder cette structure-là pour les prochains projets aussi. Tu sais. 100%. Puis la synergie est importante. Tu sais, nous, au groupe Gibault, en fait, dans le fonds d'investissement que j'ai créé, la valeur de base, c'est de réunir les talents d'aujourd'hui pour faire face aux défis de demain. Ouais. Puis il faut que les entreprises soient synergiques. Nous, on crée ou on achète des entreprises. C'est un critère, toi aussi, d'investir que dans des sociétés qui vont avoir un impact collatéral sur les autres business que tu as. C'est important parce que c'est là que tu peux réutiliser des morceaux existants. Oui, j'appelle ça des morceaux de robot. Tu maximises ton temps justement investi parce que ce que tu mets en temps dans un projet va aider aussi, il va avoir des répercussions collatérales sur les autres. 100%. Comme les compagnies de construction qui sont venues aider le projet de vente de terrain, la gestion est venue aider ça. La technologie était là pour aider mon agence à l'époque, fait qu'on a créé des logiciels pour augmenter nos marges. Puis ça a toujours été ça la vision. Là, la prochaine question d'Anthony Gibault, éternel insatisfait, c'est est-ce qu'Anthony veut être un multi-entrepreneur? Je vais toujours rester multi-entrepreneur. Tu sais, un projet, c'est pas assez. Mais est-ce que je veux continuer de développer un parc d'entreprises ou je veux développer les entreprises du parc? C'est une question existentielle. Puis là, je sais que tu ris parce qu'on en a parlé toute la semaine, mais c'est une question existentielle que je me pose en ce moment parce que j'ai un besoin de créer. J'ai un besoin de créer, puis c'est ce que ça me permet de faire, de créer des startups, des élevés. Mais un entrepreneur, tu sais, on dit souvent que la naïveté, c'est bon en entrepreneuriat. Parce que quand tu te lances la première fois, tu sais pas qu'est-ce que tu vas affronter. T'es naïf, t'es aveugle, là, tu sais, puis c'est pas méchant de dire ça, c'est de dire j'avance puis je découvre. Ouais. Là, aujourd'hui, je le sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux aller dans cette direction-là, puis je me demande si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi. Je veux essayer quelque chose que j'ai jamais fait, qui est de développer les entreprises du groupe au lieu de développer des entreprises dans le groupe. J'espère que le temps que tu as passé avec nous autres cette semaine au Costa Rica va t'avoir aidé à avancer, évoluer dans cette réflexion-là, puis qu'on va pouvoir contribuer là-dedans. C'est des réflexions qui sont fondamentales. De se challenger notre modèle d'affaires, puis de dire, c'est-tu vraiment là où je veux aller? Tu sais. En terminant, Anthony, si tu avais une chose qui résumerait ton temps passé au Costa Rica avec Avego, c'est quoi que ça t'a apporté fondamentalement, ton temps investi avec nous autres cette semaine? Beaucoup de fun, Olivier. Ouais? Ouais, sérieusement, ça m'a apporté beaucoup de fun. J'ai ri, on a eu du plaisir, on a appris, on a échangé. J'ai jamais rien regretté. Tu sais, j'ai jamais regretté quoi que ce soit comme décision que j'ai prise, bonne ou mauvaise. Puis je suis content de m'être poussé parce qu'on s'est rencontrés il y a 9 mois, puis que je m'étais dit, j'ai pas le temps. Puis je suis content d'avoir tassé dans ma vie des obligations pour être capable d'être ici, même si c'est seulement 4 jours, puis que c'est 7 jours complets. Je suis content de l'avoir fait. Puis en un mot, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis quand tu es entrepreneur, puis que c'est sombre, fait pas beau, puis tu vis des défis, des fois, de vivre dans la négativité t'enlève l'essence même de pourquoi tu l'as fait au départ, qui est d'avoir du fun. Avoir du fun. Moi, je travaille pas pour de l'argent. Il n'y a pas une journée dans ma vie que j'ai travaillé, puis bizarrement, cette année, j'ai travaillé beaucoup. C'est rare. C'est rare que je travaille, mais là, cette année, elle a été tough, tu sais. Puis j'avais besoin de retrouver le plaisir dans le développement de projet, de retrouver le plaisir dans l'entrepreneuriat. Puis c'est ce que moi, j'ai retrouvé ici cette semaine. C'est du beau monde, des gens qui partagent tes valeurs, qui partagent ta vision, qui partagent ton ambition, qui n'ont pas froid aux yeux, qui vont pas te dire, voyons, tu sais, non, ils l'ont fait, le move stratégique, puis ils sont prêts à te donner un conseil qui est peut-être pas bon, mais qui est direct, puis qui est sans fil, puis qui est juste de bonne foi, tu comprends? On se partage des idées, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes, mais on le fait pour aider les autres, puis j'ai eu énormément de plaisir à le faire cette semaine. Très cool. Puis c'est ça, des fois, dans notre quotidien, on est tellement sérieux, hein? On a des rôles où au day-to-day, c'est des décisions, c'est des meetings, c'est pas toujours facile. Je pense que des fois, les retraites d'Avego, c'est le moment justement où on sort de tout ça, puis que comme on célèbre notre parcours, malgré que c'est pas toujours aussi rose ou aussi beau que ce qu'on aimerait, puis finalement, ben, on oublie ça temporairement pour juste se reminder, avoir du fun, se mettre dans une belle énergie, puis après ça, bon, on peut retourner à nos projets, puis amener ça au prochain niveau. Anthony, merci beaucoup. Si ça vous a aidé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez-le à d'autres entrepreneurs que vous connaissez. Si on peut avoir de l'impact, c'est ça le rôle du podcast. C'est ça notre vision d'impacter, d'influencer positivement la communauté entrepreneuriale grâce à toute
richesse collective qu'on amène. Alors, c'est un plaisir de t'avoir accueilli parmi nous, Anthony, et on se voit dans un prochain épisode du Côté sombre des affaires.